Nadia, c'est une histoire personnelle. J'ai l'impression qu'en Israël, notre vie professionnelle, elle ne nous définit pas. Quand on rencontre des gens, alors oui, il va y avoir le qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais c'est pas du tout le centre de l'échange. C'est pas du tout le centre de ce qui va créer ce lien. Et on a le droit, en fait. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de parcours, de changer de carrière. Et ça fait pas de nous quelqu'un d'indécis, et ça fait pas de nous quelqu'un qui a raté quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire. Raphaël Avgui, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Vous êtes montée en Israël en 2014. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur depuis de nombreuses années, aussi bien vous que votre mari. En fait, moi, j'ai eu mon bac donc en 2005. Ensuite, j'ai fait 1 an en Israël dans un séminaire ici qui n'existe plus. Et pendant cette année, j'ai su que je voudrais venir vivre ici. Alors, je l'ai pas concrétisé tout de suite. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Et je me sentais peut-être pas prête. Je me suis dit, bon, je vais repartir en France. Mais je savais que je reviendrais. Et quand j'ai connu mon mari, ça a été un des premiers trucs sur lesquels Vous êtes tombés d'accord. On est tombés d'accord tout de suite. Dans nos premières conversations, on savait l'un et l'autre qu'on voulait venir vivre en Israël. Lui, en fait, son père était chalier de l'agence juive. Donc, il vivait en Israël, il avait été envoyé en France. Donc, mon mari est né en France dans cette circonstance-là, avec des parents qui étaient israéliens. Alors, vous viviez en France, vous étiez bien installé, vous habitiez le 16e arrondissement. Ouais. Votre mari était pharmacien. Mon mari est pharmacien, oui. Quand vous êtes arrivé ici, j'imagine que le projet était de continuer à travailler, en tout cas pour lui, dans son métier. Tout à fait. Moi, je l'ai connu, il était en 3e ou 4e année de pharmacie. Donc, il fallait qu'il termine, il a 6 ans d'études. Ensuite, il fallait qu'il passe sa thèse. Dans la foulée, il y a eu le mariage, les enfants, etc. Mais ça a toujours été le projet. Et en fait, on a décidé de faire notre alia à un moment où on s'est dit, là, si on reste encore un petit peu en France, on va s'installer. Ça veut dire, tu vas prendre une pharmacie, tu vas gagner beaucoup d'argent, on va acheter une belle maison, une belle voiture, on va prendre l'habitude de certaines choses. Et on n'a jamais voulu ça, en fait. On voulait être en France en transit, c'était une escale, le temps de terminer ce qu'on avait à terminer, le temps d'obtenir le diplôme qu'il fallait, passer les équivalences et venir. Beaucoup de jeunes couples, comme vous, de jeunes familles, ont la crainte de monter en Israël et de galérer financièrement. Ça vous a effleuré ? Ouais, on a eu cette crainte. Après, on avait la chance de savoir qu'on avait un métier, enfin, mon mari avait un métier qui était exportable, qu'il avait eu la possibilité d'avoir son équivalence en Israël. Ça a été un déclic, ça, pour lui, de savoir que finalement la loi avait changé et qu'en passant en examen, il pouvait travailler en Israël. Oui, clairement. C'était le fait de pouvoir se dire, ici ou là-bas, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir gagner ma vie correctement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un pharmacien en Israël, il gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie, surtout dans certaines zones du pays. À Tel Aviv, dans le Merkaz, les pharmaciens, ils ont des très très bons salaires. Il y a une pénurie de pharmaciens en Israël. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, quoi. Alors, vous avez quelques péripéties, en tout cas surtout lui, ouais. Pour valider cet examen. Il y a eu des faux départs, il n'a pas été inscrit sur les listes quand il devait passer les examens. Bon, bref, c'était un peu rocambolesque, mais finalement, vous arrivez à faire valider son diplôme. Donc, vous montez en Israël, vous arrivez en 2014 en pleine guerre. Je me souviens, au mois de mai, c'était la période où il y avait eu les 3 jeunes qui avaient été kidnappés, et il y a eu quelques jours, quelques semaines comme ça où on les cherchait. Puis après, il y a eu cette découverte terrible qui a embrayé sur la guerre Tzouketan. Et nous, on est arrivés donc dans ce contexte-là. Et en plus, dans la période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Il y avait cette atmosphère un peu angoissante de se dire, OK, on a sauté le pas. Mais on sentait, on regardait les informations, il y avait des roquettes, je me rappelle, dans les jours suivant notre arrivée, on était sur l'autoroute et on avait entendu la sirène, et on était en pleine guerre, on avait nos affaires, alors on a le droit à 3 valises par personne, donc on avait 9 valises, pas de maison. Vous êtes venus sans programmation vraiment, quoi, sans appartement. On n'avait pas d'appartement, on est arrivés, on n'avait pas d'appartement, on savait que ce serait Jérusalem, on savait pas trop où. Pourquoi Jérusalem ? Parce que tous les deux, pour nous, Jérusalem, c'est une évidence. Parce que tous les deux, on a quelque chose pour Jérusalem qui est à la fois inexplicable, à la fois chaque fois que j'en parle, je vois dans les yeux des gens qu'ils ont compris. Cette ville, on l'aime ou on la déteste. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Jérusalem. En tant que personne religieuse, on avait quand même envie de ce côté hétéroclite. Ça veut dire qu'à Jérusalem, on marche dans la rue, il y a des chapeaux noirs, des kippots tricotés, des mini-jupes, des treillis, des sarouels, des sandales, des... On aime ce côté cosmopolite, cette énergie incroyable qu'il y a dans cette ville. On parle souvent de l'énergie de Tel Aviv, peu de l'énergie de Jérusalem. Ouais. C'est un tort ? Je pense que c'est 2 énergies différentes. Je connais pas assez Tel Aviv pour pouvoir parler de l'énergie de Tel Aviv. Mais l'énergie de Jérusalem, pour moi, elle a quelque chose de vivifiant. Je me souviens même quand j'avais 15 ans, et on prenait le chiroute de l'aéroport et on arrivait comme ça, il roulait super vite dans les montagnes à l'entrée de la ville. Et d'un coup, on arrive comme ça, dans la ville,
et c'est Jérusalem. On est au plein mois d'août, on sort de Ben Gurion, il fait une chaleur suffocante et d'un coup on arrive à Jérusalem et il y a de l'air et on respire et on voit les gens et c'est tout le temps plein d'animation et c'est Jérusalem quoi. Il y a quelque chose qui se passe, on marche dans les rues, il y a des grenades, il y a du jasmin, il y a des chats qui se baladent partout, il y a quelque chose dans cette ville. Ok, alors finalement, vous arrivez à trouver un appartement, vous vous installez, etc. On s'installe à Baka au début. Okay. En fait, ce qui a motivé notre installation, c'est que j'ai une très bonne amie qui habitait là, derrière Bethléem, et qui m'a dit « Tu sais pas encore où tu vas t'installer au long terme, mais pour ton premier appart, prends quelque chose près de gens que tu connais. Que tu te retrouves pas largué et livré à toi-même. Si tu as besoin de quelque chose, t'es à côté de gens que tu connais. Le Shabbat, tu peux inviter des gens. Et je trouve que c'est un bon conseil à donner à des gens qui veulent faire la Aliyah. Ça change beaucoup de choses? Ouais, ça change beaucoup de choses parce qu'on est sécurisé. On est avec un filet. Ça rassure. Ouais, même si finalement, notre cheminement, on le fait seul. Et là, une Aliyah, c'est une histoire personnelle. C'est pour ça que des fois, quand je réponds à des gens sur Facebook qui se questionnent sur la Aliyah, etc., je suis pas dans le jugement de gens qui ont eu des épreuves et des expériences douloureuses de la Aliyah. Je suis pas pour non plus qu'on envoie un message binaire. Ça veut dire c'est ni extraordinaire ni catastrophique, c'est une expérience personnelle. C'est un cheminement. Alors, on a beaucoup parlé de votre mari qui finalement s'est installé en tant que pharmacien, qui a créé sa pharmacie avec le groupe Pharmavance à l'époque. Mais vous étiez à la maison. Vous vouliez pas reprendre votre métier. Vous étiez diététicienne, je crois. Alors, j'avais qu'Israël, c'était aussi pour moi une opportunité de faire autre chose. Je savais pas encore quoi. La première année, j'étais beaucoup avec mes enfants et j'ai eu l'opportunité de faire une formation. En Israël, il y a beaucoup ça, des cours sur 4-6 mois, comme ça, une fois par semaine, de référencement web. Donc, j'ai touché un peu au monde du web. J'ai découvert ce que c'était, comment on fait pour qu'un site internet, il arrive en première page sur Google, comment on travaille son site, comment on le présente, comment on communique aussi aux clients sur les réseaux. Ça vous a plu? Ça m'a plu. C'est un monde qui m'a beaucoup plu et dans lequel j'ai continué sur le long terme avec des pauses. J'ai eu plein de vies professionnelles depuis que je suis ici, mais c'est un monde dans lequel j'avais toujours un pied jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore un pied dans ce monde-là. C'est pour ça que vous avez créé cette fameuse page sur Facebook. Je crois que vous avez plus de 3000 membres qui s'appelle les mamans francophones de Jérusalem. C'était parce que vous aviez aussi la maîtrise de l'outil? Alors en vérité, non. C'est arrivé un peu avant que je commence ce cours. Quand je suis arrivée en Israël, je me suis rendu compte que j'avais plein de questions à poser. On ne connaît pas le système, en fait. Bon, d'abord, moi, j'étais une jeune maman. Ma plus grande, elle avait 3 ans. Kalita n'existait pas. Voilà. J'avais 2 enfants, 3 ans, 10 mois. Je connaissais pas le système médical, je connaissais pas le système scolaire, je connaissais pas le système des tsaharonim, même les box qu'on doit préparer le matin pour les enfants à l'école. Tout était nouveau pour moi. Et aussi, j'avais besoin d'un lien social. Je me rendais compte quand je marchais dans la rue, je me disais, celle-là, c'est sûr qu'elle est française, mais je vais faire quoi? Je la connais pas. Comment je vais faire connaissance avec les gens, en fait? Et je me suis dit, il manque ça. Il manque quelque chose qui pourrait nous permettre de nous connaître les unes les autres, de poser les questions qu'on a envie de poser, de partager des bons plans. On a quand même quelque chose en commun, on a un socle commun. Ok, on a toutes fait notre alia, maintenant on est toutes israéliennes, mais on vient de France. Personnellement, mon identité française, c'est une identité qui m'est très chère et je suis beaucoup française. Dans la musique que j'écoute, dans les livres que je lis, dans ce que j'écris, c'est une identité qui m'est très chère. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. À être entre ces deux mondes, beaucoup à avoir notre famille en France aussi, à être seule. Et donc, j'avais envie de créer ça. Je me suis dit, au pire, ça fera un flop. Et ça a cartonné. Et ça a cartonné. Ça ne dépend absolument pas de moi. Je dois le dire, ce groupe, il est le fruit des gens qui sont dans ce groupe et qui le font vivre au quotidien. On est plus de 3000. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, 3139 membres. Il n'y a plus uniquement des mamans, il y a aussi des jeunes filles. On a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, d'autres pays francophones, pas uniquement de France. Est-ce que les questions tournent autour de sujets liés à l'intégration ou pas forcément? Ouais. À la base, c'était un groupe qui avait été créé autour de la parentalité et de la maternité. Donc il y a beaucoup de questions autour des enfants. Ça peut être au niveau des ganim, ça peut être au niveau de la chipatralav, des médecins, de où acheter des joggings pour la rentrée. Mais effectivement, ça a dépassé un peu ce but premier. Et oui, on a des questions sur l'intégration, on a des questions sur des mamans qui veulent faire une formation et qui se questionnent sur quelle est la formation intéressante à faire, dans laquelle ça va être rapide, elles vont bien gagner leur vie. On a des questions sur vraiment beaucoup de domaines, sur des loisirs pendant les vacances, où on peut aller avec les enfants, pas loin, à tel prix, un tioul, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dessin animé? Au début, j'ai vraiment voulu mettre des limites. Je voulais pas que ce groupe, ça devienne une bannière publicitaire, comme beaucoup de groupes. Mais à côté de ça, j'ai compris qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait beaucoup de mamans qui sont jeunes entrepreneurs et qui ont envie d'avoir une tribune, qui ont envie d'avoir une plateforme où elles peuvent échanger et où j'avais pas envie de les priver de cette opportunité. Donc ce qu'on a fait, je suis pas seule à gérer le groupe, on est plusieurs, le dimanche, elles ont le droit de poster leur pub, elles ont le droit de partager leurs bons plans, on encourage qu'il y ait une promotion pour les membres du groupe.
Et le reste de la semaine, on essaye de garder une ligne comme ça, plus informative. L'entraide qui découle de ce groupe, les liens qui ont été créés grâce à ce groupe, tout ça, c'est grâce aux membres de ce groupe qui sont extraordinaires. On a parlé de votre mari, évidemment, de son côté entrepreneur. Pas facile d'ouvrir une pharmacie en Israël, dans le contexte, dans le contexte existant, avec les monopoles existants en Israël. Est-ce que ça a été une expérience qui a marché? Est-ce qu'il s'est planté? Chaque fois qu'on se plante, on pousse. On s'est planté, on a réussi à tenir 2 ans. Pendant ces 2 années, on avait des employés qui sont aussi des Olim, à qui on a pu verser des salaires. On a pu, nous, connaître le monde du travail israélien. On a pu aider des gens qui avaient des traitements, qui venaient de France, qui savaient pas gérer leurs traitements, qui connaissaient pas les équivalences israéliennes. On a des personnes âgées qui ont pu avoir un pharmacien, qui a pu leur faire du conseil. On a vécu 2 années extrêmement riches. Je suis très reconnaissante de cette expérience. C'était une année épuisante. Épuisante parce que ça s'arrête jamais une pharmacie en fait. D'abord c'était une surface immense, ça fait 500 mètres carrés. On avait 13 employés. On avait des horaires de 8h30 à 21h, plus le mot de Shabbat, ça veut dire Shabbat on sort, on fait Havdalah, et vite il faut sortir parce qu'il faut qu'il y ait un pharmacien, on n'a pas le droit d'ouvrir la pharmacie sans pharmacien. On a les fournisseurs qui nous appellent, on a les employés qui nous appellent. C'est un travail de très très longue haleine, mais c'était une expérience incroyable. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que je pense qu'on est venu avec une proposition qui correspondait pas forcément au marché. Quand on vient de France, alors on a envie d'améliorer les choses, on a plein d'idées. Pour nous, une pharmacie, c'est un endroit qui est propre, qui est beau, qui est santé, qui est conseil avec des professionnels. Et le consommateur israélien, c'est pas forcément ce qu'il vient chercher dans une pharmacie. Il a envie d'acheter son liquide vaisselle, ses gants, d'acheter ses médicaments et un parfum. Donc déjà là-dessus, il y avait un peu une confrontation, même si on a essayé au fur et à mesure de s'adapter à la demande. Et au-delà de ça, au niveau économique, je pense pas que c'est vraiment viable pour une pharmacie privée de tenir en Israël. À part si elle a vraiment un modèle particulier. On est face à 2 grands monopoles. On a les Coupot Rolim, qui trustent une énorme partie du marché, qui ont des accords avec tous les laboratoires pharmaceutiques et qui fournissent aux patients tous les médicaments qui sont, entre guillemets, chers et sur lesquels il y a une marge. Les médicaments contre le cancer, les médicaments pour les pathologies lourdes, etc. À côté de ça, on a Superpharm, qui est rodé comme du papier à musique, qui a énormément de magasins dans le pays. S'il y a un magasin qui est en déficit, il a l'autre qui est en bénéfice et qui va compenser. Ils ont leur marque Exclusive Life qui produisent à très très large échelle et sur laquelle ils font des grosses marges. Ils ont un site internet. Ils ont un modèle économique super rodé. Ce qui fait que nous, on est arrivés avec nos projets et nos belles idées et en fait, on s'est fait manger. C'était pas viable. Bon, vous avez appris quelque chose. Hein. On a appris sur le consommateur israélien, on a appris sur ce qu'ils recherchent, on a appris à communiquer avec eux, on a appris à répondre à leurs attentes, on a appris comment fonctionnent les fournisseurs, les systèmes de stockage, les logiciels israéliens, la gestion du personnel, le management, le marketing, comment on communique sur les réseaux sociaux quand on a une entreprise ici, c'est quoi les différents profils de population qu'on reçoit. C'est important de savoir ça avant de se lancer finalement. Je saurais pas dire à quel point, parce que des fois dans la vie, on se lance pas parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas prêt, mais en fait, on sera jamais prêt et souvent dans la vie, on apprend sur le terrain. Donc je saurais pas dire, on aurait pu se préparer pendant encore 5 ans avant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je suis pas certaine. Aujourd'hui, votre mari, a rebondi, continue à travailler dans l'univers de la pharmacie, différemment. Et vous, vous avez fait plein de choses. Après la pharmacie, j'ai eu, c'était un peu avant le corona, en fait. Dieu merci, on a fermé la pharmacie un peu avant le corona. Donc, de septembre à mars, j'ai travaillé dans le marketing digital, dans des agences web qui travaillent à Jérusalem. Entre autres, chez Benjamin Sidbon, qui est l'agence Bigraph qui travaillait dans les bureaux de Qualita. J'ai travaillé aussi dans une boîte de SEO qui s'appelle Accolade, en remplacement de congé maternité. J'ai beaucoup appris. Vous étiez obligé de travailler? C'était, vu la situation, j'imagine que vous aviez des dettes. Je pense qu'en Israël, on est obligé de travailler. Que les deux travaillent. On est obligé, je pense, dans la majorité des situations. Après, on a fait le choix de vivre à Jérusalem. Donc, on a une vie qui est plus chère que si on avait choisi de vivre dans un moshav ou de vivre dans un endroit où on aurait certainement moins de frais et on pourrait avoir d'autres choix de vie. Et c'est un choix de vie et moi, ça me plaît de travailler. Ça me plaît d'avoir un pied dans le monde professionnel. Vous avez changé de standing de vie par rapport à la France? Oui. Ouais, on a changé de standing de vie. Je regarde les prix quand je fais les courses. Je pense que tout le monde regarde les prix ici quand il fait les courses. On a pris certains réflexes, on fait plus attention. Je pense que on a moins de voyages certainement, moins de sorties. On a une voiture. Dieu merci, on fait partie des gens. Au Hachem, on vit bien, on est heureux. J'ai conscience qu'on est tous dans cette situation. Enfin, la classe moyenne, on est tous dans une situation où on fait attention à nos dépenses et on regarde et où il y a des moments où on dit j'aurais bien envie de m'acheter cette paire de chaussures, mais peut-être pas ce mois-ci. Je suis en paix avec ça. Ça fait grandir, ce genre de situation. C'était quelque chose qui me faisait peur quand j'ai fait mon alia parce que, je me rappelle, en France, je réfléchissais pas avant d'acheter. J'allais dans les magasins, je sortais la carte bleue, je dépensais, j'achetais, je consommais. Et c'est vrai que ça fait réfléchir quand on arrive ici, à un moment où on se retrouve confronté à ça. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie?
Est-ce que ma vie, ça va être du matériel, de la consommation? Est-ce que je vais être envahie d'objets, de choses, qu'à la fin, je vais avoir besoin de m'en débarrasser parce que je vais me sentir étouffée? Est-ce que je veux une consommation plus réfléchie? Par la force des choses, on est obligé d'en arriver à ce genre de réflexion et ça fait du bien pour nous et pour nos enfants. Je trouve qu'on leur donne des outils et des armes pour la vie. Qu'est-ce que vous avez préféré faire avec tous les jobs que vous avez eus ici? Waouh! Quand on avait la pharma, j'avais adoré le contact avec les clients. Moi, j'adore parler avec les gens. Ensuite, j'ai travaillé avec une personne âgée pendant 1 an. J'étais métapellette et c'est aussi quelque chose qui m'a énormément enrichie. De pouvoir tous les jours comme ça, voir quelqu'un parler de sa vie, avoir des messages forts, avoir l'impression aussi qu'on apporte à quelqu'un. Alors quand vous dites métapellette, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ou être soignante, ou accompagnatrice, mais vous, c'était vraiment, vous n'étiez pas dans le soin. Oui, métapellette en Israël, je pense que c'est cadré comme ça. C'est des gens qui sont là pour pallier à la solitude, accompagner, aller emmener chez le médecin, faire les courses, cuisiner. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de soins physiques. Ça aussi, c'est une expérience, quand on nous regarde peut-être de l'étranger, on se dit, mais quoi, ça paraît un peu dégradant, entre guillemets, pour certains. Je peux imaginer. Mais pour vous, vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça. Pas du tout. C'était enrichissant. Très enrichissante. Ça m'a énormément appris sur moi-même. On se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont seuls et que eux, leur meilleur moment de leur journée, c'est quand ils ouvrent la porte et qu'il y a quelqu'un et qu'ils vont pouvoir parler avec quelqu'un. Vraiment, j'encourage les gens qui ont du temps de prendre quelques heures par semaine et d'aller voir des personnes âgées esseulées parce que c'est vraiment dans les deux sens que ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes très sensible, évidemment, à tout ce qui concerne l'Aliyah, tout ce qui monte en Israël, avec difficulté ou pas, mais en tout cas, vous avez envie de les aider, d'aider les gens. Vous avez toujours rêvé de travailler comme ça dans l'entraide. Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur? On s'est rendu compte qu'il y avait souvent une grande détresse chez les femmes. Alors, je vais dire à Jérusalem parce que c'est là où je vis et que c'est là où je peux avoir des échos. Je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais on est face à des configurations de gens qui souvent ont quitté leur pays, souvent n'ont pas la langue ici, donc ont du mal à s'intégrer au niveau professionnel, ont peu d'opportunités en tout cas, des configurations financières délicates, des fois des situations sociales compliquées aussi, des fois il y a des histoires de violence, il y a des histoires des problématiques dans les couples, des problématiques avec l'éducation des enfants. Et les femmes, elles sont souvent au bord du burn-out. Il y a un mouvement d'entraide qui s'est levé sur le groupe envers les femmes qui viennent d'accoucher. C'est incroyable, à chaque fois qu'il y a une femme qui vient d'accoucher, on partage des messages et il y a des mamans qui, dans leur quotidien et dans leur routine, et on sait à quel point on est noyé, qui prennent sur elle et qui vont préparer un repas chaud et qui vont livrer à la maman et qui vont s'asseoir à côté d'elle. Et quand c'est une jeune maman et qui est son premier bébé, alors elle sait pas, il pleure, qu'est-ce qu'il a et on le prend dans les bras, on la rassure, t'inquiète pas. Alors vous aimeriez faire quoi de toute cette entraide? On aimerait faire beaucoup de choses. On se rend compte que malheureusement, on a l'impression qu'il y a une rupture entre tous les moyens qui existent parce qu'il y a énormément de gens qui veulent aider et le besoin. Parce qu'une maman qui est dans le besoin, souvent elle a honte. Alors elle va écrire un post anonyme et puis après elle va l'effacer parce qu'elle va dire mais je vais ouvrir ma porte, ils vont voir qui je suis et j'ai pas envie parce que ça va me poursuivre. J'ai une image de femme forte et c'est des femmes qui ont peur. Et il y a des initiatives incroyables qui sont nées sur le groupe. Je pense à l'initiative de Odélia Knafo qui a monté quelque chose qui s'appelle Wonder Mum et qui propose aux mamans qui sont au bout du rouleau de les recevoir chez elles. Et pendant 3 heures, 4 heures, elles sont dans une chambre, elles peuvent dormir, elles peuvent prendre un bain, elles leur préparent un petit déj incroyable, royal, elles s'occupent de leur bébé. Et en fait, pour moi, c'est des initiatives qui sauvent des vies. Vraiment. Et dans le cadre de ces initiatives, avec des amis, on s'était dit que ça pourrait être bien de créer une ligne ouverte en fait. Il faudrait qu'on soit formé, il faudrait qu'on ait des thérapeutes qui nous forment, des assistantes sociales, qu'on sache comment répondre, quoi dire, quoi ne pas dire. Je pense que ça existe en Israël, dans le monde israélien, ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas avec les problématiques des femmes françaises ici, qui sont au lot et qui sont loin de leur famille. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Peut-être que cette émission vous aidera, en tout cas j'espère. Ouais. Je voudrais finir quand même sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Vous êtes là depuis longtemps quand même. Qu'est-ce que vous aimez dans la société israélienne ou qu'est-ce que vous avez envie de changer à plus grande échelle puisqu'on sent que vous êtes une femme en mouvement? Oui. Ce que j'aime dans la société israélienne, c'est l'impression que tout est possible. J'avais l'impression en France d'être définie par mes diplômes qui étaient assez limités, le fait que j'étais une femme, que j'étais une mère de famille, alors tout de suite c'est encore plus compliqué. J'ai l'impression qu'ici, il y a un côté un peu tout est possible. Ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais je suis pas vraiment légitime en fait. Je suis qui pour dire que tout est possible? Je suis qui pour monter un groupe et lancer des initiatives? Je suis qui pour... J'ai commencé il y a 1 an, j'ai fait une dracha sur la paracha de la semaine et au début, on a un vrai problème de légitimité. Et je pense que les femmes, on souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur. Et je trouve qu'Israël, ça débloque complètement à ce niveau-là parce qu'on nous jette en fait sur le devant de la scène.
Même si on n'est pas capable de faire quelque chose, moi, je sais, l'année dernière, ma boss, elle a dit « Quelqu'un parle anglais ici ?» Alors j'ai dit « Moi, bon, je parle anglais comme nous, on a appris à parler anglais en France, c'est-à-dire... Elle m'a dit « Bon, bah super, il y a un congrès samedi soir de Nefesh Benefesh, je t'envoie, tu parleras du travail. » Et genre, elle m'a jeté en fait. Elle m'a jeté, je me suis retrouvée toute une soirée à devoir parler en anglais à des gens, c'était compliqué, mais je l'ai fait. On sort de sa zone de confort et je vois ça chez les enfants. C'est incroyable d'élever des enfants en Israël. Ils ont le mouvement de jeunesse, le SNIF, leurs activités, ils font des tentes, ils font des tchoulim, ils dorment dans le désert. Une fois par semaine, ils les sortent dans le quartier, ils vont voir les personnes âgées, ils vont voir les malades. Ils ont des initiatives extraordinaires en fait. Moi, ça m'étonne pas qu'on soit la Startup Nation, je dois dire. Ça m'étonne pas. Des fois, on dit les enfants israéliens, ils ont pas de limites, ils sont pas polis, ils crient trop, etc. Mais moi, je pense que c'est autre chose qui se joue. C'est qu'en fait, on leur donne la possibilité de s'exprimer, on leur donne la possibilité d'être eux-mêmes, de grandir, de vivre, de donner. Pour moi, c'est inestimable ce qu'on offre aux enfants en Israël. C'est pour ça que vous avez choisi de travailler aujourd'hui avec la jeunesse. Alors la jeunesse qui vient de France, évidemment, des jeunes filles qui vont faire leur service civil en Israël. Ce travail, il est extraordinaire parce qu'il cumule plein de choses que j'ai toujours voulu faire. Travailler avec la jeunesse, travailler dans le monde de l'Alia, travailler dans une société israélienne aussi. Mes collègues, on est 2 francophones, donc Ayala Ouzi et moi. Ayala qui est dans le Shirut Leumi depuis 7 ans maintenant. C'est vraiment la représentante des francophones dans le monde du Shirut Leumi. Et on est une trentaine de collègues israéliennes. Ça veut dire que nos réunions, c'est en hébreu, nos mails, c'est en hébreu. On est obligé de mettre un pied et de se casser les dents et de faire des erreurs. Et nos interlocuteurs aussi dans le monde du Shirut. Moi, j'ai des directeurs d'école, il y a des gens dans l'hôpital, etc. C'est des Israéliens, en fait. On est obligé d'intervenir et d'interagir avec eux en hébreu. Donc pareil, ça sort de sa zone de confort complètement. C'est un métier où on est à la fois seul, parce que moi, mon quotidien, c'est quoi? C'est que tous les jours, je vais voir des filles sur leur lieu de Shirut. Je les accompagne quand elles sont dans des écoles, elles sont dans des associations, elles s'occupent d'enfants en difficulté. Il y a des associations d'enfants handicapés également. J'accompagne le projet, l'association Optical Center, où ils fournissent des lunettes et des appareils auditifs à des personnes en difficulté financière. Donc je suis assez seule, et à côté de ça, on est toute une équipe. Et c'est quelque chose de très riche. Alors ça, c'est vous par rapport à votre expérience d'Israël. Maintenant, par rapport aux jeunes qui arrivent en Israël, est-ce que vous pensez que c'est une période charnière pour elles? Est-ce que vous pensez que c'est le moment de venir en Israël juste après son bac? Si j'avais un conseil pour moi, un jeune qui vient en Israël après le bac, qui a déjà fait ce pas, ça veut dire qu'il va venir ici, il va faire un programme Massa, pour moi, qui commence sa vie ici. Parce que commencer sa vie ici, ça veut dire commencer ses études ici. Il va se casser les dents sur l'hébreu, ça va être dur, il n'y a pas de doute. Mais c'est moins dur de se casser les dents pendant ses études et d'obtenir son diplôme et de rentrer dans la vie active que de se casser les dents une fois qu'on arrive ici avec des enfants, qu'on est obligé d'en remplir le frigo et qu'on doit trouver un travail et qu'on n'a pas d'équivalence. Mais est-ce que vous pensez que la réussite de ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qui circulent en France notamment, que venir après son bac, c'est la galère assurée parce qu'on n'aura jamais le même niveau de vie. Pour moi, c'est des idées préconçues et venir ici jeune, c'est se donner la chance de construire sa vie en Israël. D'abord, de ne pas avoir besoin de comparer. De pas avoir matière à comparer, de pas avoir de regrets, de commencer à se faire des amis ici. Les amis, ça veut dire des gens quand on va se marier, quand on va avoir des enfants, avec qui on va sortir faire des tchoulim, qu'on va s'inviter Shabbat, avec qui on va partir en vacances. C'est de se créer un socle social, c'est de donner cette chance à ses enfants de pas vivre un déracinement, c'est de rencontrer son conjoint ici, c'est de fonder son foyer ici. C'est se donner la chance d'être un citoyen à part entière. Quand on arrive à 16 ans, on est malléable, on n'a pas grand chose à perdre finalement. Alors que quand on arrive plus tard, à chaque étape de la vie, c'est plus difficile, c'est différent. Est-ce que vous avez des exemples, vous, de parcours réussis de ces jeunes qui sont arrivés après le bac et qui se sont finalement intégrés et très bien intégrés? Vous en recevez tous les jours chez Qualité, des jeunes qui sont arrivés après le bac et qui vivent une vie extraordinaire et qui font ce qu'ils aiment et qui parfois se recréent. J'ai l'impression qu'en Israël, notre vie professionnelle, elle ne nous définit pas. Quand on rencontre des gens, alors oui, il va y avoir le qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais c'est pas du tout le centre de l'échange. C'est pas du tout le centre de ce qui va créer ce lien. Et on a le droit, en fait. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de parcours, de changer de carrière. Et ça fait pas de nous quelqu'un d'indécis et ça fait pas de nous quelqu'un qui a raté quelque chose. Est-ce que c'est ça ce qui est beau ici? C'est ça qui est extraordinaire. C'est de redonner sa place au travail. Le travail, c'est là, oui, pour nous nourrir, pour gagner notre vie, mais c'est là aussi pour qu'on s'épanouisse. Et si on s'épanouit plus, on a le droit de se poser la question de est-ce qu'on n'aimerait pas faire quelque chose d'autre? Même en France, ça commence ce mouvement. Mais ici, c'est quand j'ai fait mon course, dans la salle, j'étais la plus jeune, quoi. J'avais déjà 28 ans. Et autour de moi, il n'y avait que des gens qui avaient déjà eu des boulots et déjà eu des parcours de vie et qui avaient juste envie de se recréer. Et ça donne une adrénaline en permanence, en fait.